Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis parti à Bordeaux rencontrer Muriel, thérapeute et coach. Et bonjour Muriel, Bonjour Corentin. je te laisse te présenter pour nos téléspectateurs. Merci. Eh bien, je suis Muriel, hypnothérapeute et également coach, effectivement, sur Bordeaux, au Chartron. D'accord. Tu interviens dans quel domaine? Alors, j'interviens dans plusieurs domaines. Tous les domaines, en fait, qui permettent, qui touchent à des sujets tels que la régulation des émotions, le dépassement de soi, et avec plusieurs outils, notamment, qui permettent, à travers la préparation mentale, l'hypnothérapie et la méditation de pleine conscience, à pouvoir se sentir plus armé et mieux pour dépasser certaines difficultés dans sa vie, notamment, ou pour des choses beaucoup plus simples, mais qui permettent de se sentir en confiance. Ok. Et comment t'en es arrivé à ce cheminement? Comment t'en es arrivé à travailler là-dedans? Parce que du coup, on a discuté que tu avais fait quand même pas mal de choses dans ta vie. Comment t'en es arrivé sur ce... Sur ce terrain-là, Ouais. alors, de manière vraiment assez, je dirais, succincte et ouais, je ne sais pas si on peut être vraiment succinct comme ça, mais je vais essayer d'être assez synthétique. C'est vrai que pendant 15 ans, j'ai été expert spécialisé en résolution de conflits dans le milieu de l'entreprise, où j'intervenais, j'accompagnais énormément d'entreprises, de dirigeants, de particuliers aussi sur des problématiques spécifiques. Et j'ai aimé mon travail énormément en termes de richesse personnelle, comment on peut effectivement, dans une pièce, dans une réunion, amener à défendre sa position tout en restant avec un discours des plus assertifs et être ouvert à l'autre. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, je pense que j'ai eu une sorte de blocage. Je me suis dit, je me retrouve plus vraiment là-dedans. Pourtant, je sais que j'ai énormément de choses à accomplir. Et c'est vrai que j'ai eu besoin d'aide à ce moment-là. Je n'arrivais pas personnellement à retrouver mes propres ressources. Et du coup, je me suis tournée vers les thérapies. Et ça, je me suis dit, où aller? Vers quoi? Par quoi commencer? Moi qui n'ai jamais consulté, que ce soit un psychologue ou un thérapeute, je connaissais uniquement la médecine traditionnelle, en fait, dans des cas de maladie classique, on va dire, petite... et donc, du coup, je me suis tournée là-dedans. Et j'ai été consulter la première fois un psychologue. Enfin, du moins, j'ai voulu, mais ça ne s'est pas fait. Puisque c'était un rendez-vous manqué. Je me suis présentée. On m'a dit gentiment ah, écoutez, madame, vous êtes trompée de date ou d'heure. Enfin, moi, j'étais vraiment on va dire, dans un état émotionnel où je n'ai pas cherché à batailler. Je ne force pas ce genre de choses-là. Et je me suis dit, c'est bizarre, mais ok, pourquoi? J'avais mon rendez-vous qui était calé. On était bien ce jour-là. Je suis partie. Ce qui m'a de suite permis d'aller chercher de manière très rapide des solutions et des thérapies justement dites brèves. Et donc je remercie cette personne-là puisque j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Comme quoi? Comme quoi, non, c'est fabuleux, je rigole beaucoup par rapport à ça, mais ça a été top parce que vraiment quand j'ai eu besoin, pour moi c'était rapide. C'est mon côté aussi de femme impatiente, avec le temps que j'apprends aussi à réguler et à m'en servir pour des choses qui sont plus différentes. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment une expérience incroyable parce que je n'aurais jamais découvert les thérapies brèves si je n'avais pas eu à ce moment-là ce besoin imminent, d'urgence, je crois, de trouver une solution. Et c'est là où je suis tombée sur effectivement l'hypnothérapie. Et j'ai rencontré un hypnothérapeute comme ça, où ça a été une révélation. C'est-à-dire au moment de la consultation, je me suis vue. J'ai essayé de comprendre tout en étant immergée dans ma séance. Et ça a été pour moi extraordinaire. C'est comme si un autre monde s'ouvrait avec multiples solutions. Ça m'a apaisée. Ça m'a donné des appuis nécessaires pour justement impulser un nouveau souffle de vie et d'envie en fait. Donc ça a été un élément déclencheur pour moi à ce moment-là. Ah, comme quoi, un mauvais rendez-vous en amène toujours un autre. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais rendez-vous finalement. Il y a toujours des rencontres et des éléments qui font que il doit se passer effectivement certaines choses et qu'est-ce qu'on en fait à ce moment-là. Et je crois que c'est un peu le cheminement qui est beau là-dedans, de savoir à travers ce type de rencontre qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Les personnes que tu reçois là, Oui. ce sont des personnes qui t'ont été envoyées ou c'est des personnes qui viennent d'elles-mêmes? Parce que du coup, tu fais de la pratique holistique, thérapie brève, etc. Les personnes Oui, qui de viennent, manière globale. on te les a envoyées ou c'est des personnes qui viennent d'elles-mêmes? Alors en fait, il y a les deux. C'est vraiment des personnes qui soit ont été recommandées, des personnes qui sont déjà venues ou qui ont entendu parler de certaines thématiques en fait qui ont été abordées.
des personnes de la même famille par exemple ou des amis. Et j'ai aussi des personnes de mon ancien milieu professionnel. Ah, qui viennent. Et d'autres personnes aussi sur des sujets. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'est vraiment spécifique. J'ai pu avoir des sujets comme par exemple, est-ce que tu interviens, Muriel, pour résoudre notamment lorsqu'on est en difficulté relationnelle au travail. Et c'est vrai que ça génère des sources de conflits, d'anxiété, parfois d'incompréhension qui font qu'on peut se retrouver à passer des journées dans un état émotionnel difficile. C'est pourquoi qu'on vient te voir en général? C'est quoi ce qui est le plus récurrent? Enfin, en tout cas, De manière les choses qui sont les plus récurrentes. je dirais, c'est vrai que par rapport au retour que j'ai, là, on va dire sur les dernières consultations, c'est l'envie en fait d'aller de l'avant, de se faire confiance. Et ça passe souvent par une première étape, du moins c'est celle que moi je propose, puisque ce que j'aime c'est vraiment que ça puisse être libre en fait pour chacun. Il n'y a vraiment pas de... Je n'ai pas un schéma type que j'ai réemploi, je sais pas moi, c'est pas possible, c'est toujours vraiment au cas par cas. Et après une bonne connexion ensemble, en fait, c'est vrai que je démarre souvent par cette étape de lâcher prise, en fait, une sorte de libération. Pour moi, la première chose, l'étape clé, c'est de se reconnecter à soi. Et comment se reconnecter à soi pour aller vraiment en profondeur sur certaines causes, sur certains sujets et trouver de ses propres solutions, c'est de pouvoir balayer un peu comme si on faisait une sorte de nettoyage, de ménage. Et d'un point de vue mental, en termes de rumination, c'est très très important. Mais au-delà de ça, ça va permettre de laisser la place au niveau spirituel, sur d'autres plans, et du coup c'est comme si tu faisais le vide en fait dans tes armoires, quoi. C'est au bout d'un moment, ok, on a clôturé certainement un cycle, une saison, si tu veux laisser rentrer un peu de nouveauté pour dynamiser, colorer d'autres aspects de ta vie, c'est important de faire du tri. Et c'est vrai que pour moi c'est une étape qui est assez importante, de pouvoir faire ce balayage-là, cette libération, et ça passe par plusieurs outils que je propose, des méthodes qui sont assez simples, assez faciles et accessibles, et notamment par l'hypnothérapie. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Pour moi, est un outil phare, c'est mon outil de prédilection. Ouais, j'en ai eu fait. Je trouve que c'était la seule. J'avais déjà parlé, je crois, dans un podcast. C'est la seule, pas médecine, mais la seule pratique, ou une des seules pratiques qui te permet de faire le lien entre l'inconscient et le conscient. Je l'avais beaucoup utilisé. Enfin, du coup, on me l'a beaucoup fait utiliser pour l'anxiété, du coup. Tu en as parlé tout à l'heure, pour retrouver les traumas. En tout cas, tout ce qui était en cause pour l'anxiété, de faire le lien. Parce que vu que tout est souvent dans l'inconscient, de faire le lien. C'est vrai que c'est une méthode plutôt cool. On n'est pas tous réceptifs, malheureusement. Enfin, après encore, je pense que ça peut venir du praticien, ou en tout cas la personne avec qui tu échanges. Mais pour faire les liens, je trouve que c'est vraiment une super méthode. C'est vrai que c'est une méthode globale. Et pour moi, au-delà du fait que tu puisses, donc dans ton cas personnel où ça a été vraiment utilisé pour aller en profondeur à la racine en fait même d'un événement, pourquoi pas, qui puisse être traumatique ou pas, mais c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une autre dimension, car comme tu dis, c'est très global. Et l'avantage pour moi, c'est que lorsqu'effectivement tu as une bonne connexion avec ton thérapeute dès le départ, ça te laisse la possibilité, toi finalement, sans effort particulier, en te laissant guider, de pouvoir retrouver dans ton inconscient des ressources, des solutions que tu as déjà en toi. C'est comme si finalement tu pouvais accéder à une autre partie de toi qui est souvent trop peu utilisée, et pourtant. Tu dois le savoir, on a déjà dû le dire. Enfin, moi, on m'avait dit, beaucoup, je l'avais lu, que 90 à 95% des informations sont stockées dans l'inconscient. On conscientise, dans l'instant présent, 5% des informations. L'inconscient traite 1000 fois plus en fait à la seconde d'informations que ta partie consciente. Et c'est vrai que la partie inconsciente, en fait, c'est un état, quand on arrive dans cet état que l'on appelle d'hypnose, en fait, c'est un état qui est naturel. Et c'est vrai que la plupart des gens ont une peur, mais qui est tout à fait légitime. On a toujours peur un peu de ce qu'on ne connaît pas, de l'inconnu. Mais pour moi, c'est souvent, quand ils me demandent, ou même pour leur donner du moins les éléments dont il manquerait à ce moment-là, c'est de se dire que c'est un état, en fait, qui vive de manière... plus ou moins permanente dans une journée, toutes les 90 minutes environ, c'est un état dans lequel tu es déjà, en fait. Tu es déjà dans cette partie inconsciente-là, puisque c'est en fait, c'est un état de conscience qui est modifié. De la même manière, quand tu fais ton trajet tous les jours d'un tel point à tel point et que tu ne sais même plus, je suis sûre que, voilà,
tu vois, tu le sais même plus, ou quand tu conduis, et puis tu te dis, ah oui, je suis déjà arrivée, mais entre le laps de temps que tu as pris, il s'est passé combien d'informations dans ta tête? Et souvent, c'est énorme, parce que tu as pensé à plein de choses, tu as même peut-être des idées qui te sont apparues comme ça. Et en fait, c'est cet état-là naturel que l'on appelle l'état finalement en hypnose, lorsqu'on travaille et qu'on est vraiment dedans, lorsqu'on a pris le temps d'induire cet état, et qui est tout à fait naturel en fait. On n'est pas sous contrôle, on n'est pas guidé avec des aspects un peu que l'on pourra... On a trop l'image de ce qu'on voit à la télé là. Voilà, qui est tout sauf ça. Alors moi, c'est pas ça. Il y a beaucoup de freins par rapport à ça. Vraiment, oui, l'hypnose, tu as vite l'impression que c'est ça. Oui. Du coup, tu vas rien contrôler, tu vas te souvenir de rien, on peut te faire n'importe quoi. C'est vrai. Du coup, il y en a beaucoup qui franchissent pas le pas à cause de ça. C'est vrai, mais moi, ces personnages, je dis c'est bien parce qu'en fait, quand ils franchissent ce pas-là, beaucoup de personnes disent oui, je suis contrôlante, je me sens pas à l'aise là-dedans, ça me fait un petit peu peur. Déjà, je me dis, waouh, le fait de l'exprimer, c'est déjà, elle est à 60-70%, je pense, d'un frein qui est déjà balayé. Et après, effectivement, l'autre étape, pour moi, c'est la connexion. C'est la connexion que tu peux avoir avec la personne qui va t'accompagner. Une bonne connexion. Ça joue beaucoup. Ah, Je pense que c'est 90% du travail. Je pense que c'est un peu comme une sorte de... Quand tu rencontres une personne, pourquoi avec certaines personnes tu te sens de suite à l'aise? Parce qu'elle va certainement soit te rappeler certaines relations que tu as eues dans lesquelles tu étais complètement toi-même. Et puis d'autres où d'entrée il y a un frein. Des fois c'est pour des choses mais complètement inconscientes justement. Parce que cette personne elle va peut-être te rappeler une prof ou un prof que tu as eu. Et puis d'entrée tu vas dire moi cette personne-là je peux pas. Et ça sera comme ça et ça n'ira pas plus loin. Du moins pour ceux qui vont s'arrêter aux premières étapes. Mais pour moi, la base, c'est vraiment la connexion et c'est pour ça que j'attache vraiment une importance, on va dire la première des étapes, c'est ça. C'est de rentrer en connexion et de pouvoir être ensemble. C'est vraiment, tu peux pas, pour moi, faire un accompagnement si tu n'es pas en connexion totale avec la personne. T'en parlais tout à l'heure, tu as travaillé dans le monde des entreprises. Oui. Est-ce que tu interviens, du coup, aujourd'hui, Tout à fait. auprès des entreprises, justement, Oui. dans le cadre du bien-être en entreprise? C'est un projet aussi que j'ai de développer encore plus, davantage. Mais actuellement, oui, j'interviens, que ce soit sur du collectif, en fait. Souvent, la dernière fois, c'était pour une grande entreprise. Et donc, en fait, on a fait des petites sessions sous le thème, on va dire, quand même basé autour de la détente, de la cohésion d'équipe. Ça, c'est assez recherché. Mais c'est surtout aussi, pour moi, l'idée, c'était l'hypnothérapie n'est pas vraiment, on va dire, intégrée aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans le milieu de l'entreprise. On en parle, mais pour moi, à mon niveau, pas suffisamment. Et c'est vrai que je voulais intervenir là-dedans, donc c'est ce que j'ai fait et commencer à parler aussi de préparation mentale. La préparation mentale, celle que moi je propose, je me sers énormément je m'appuie sur les techniques en fait de l'hypnothérapie ericksonienne et de la PNL justement pour pouvoir accompagner et c'est un sujet très vaste parce que dedans il y a aussi la partie respiration, c'est comment avant une réunion ou entre nous dans l'équipe, comment tu peux justement abaisser ton rythme cardiaque pour retrouver un état émotionnel beaucoup plus stable, beaucoup plus apaisé, en paix et être en mesure de pouvoir... La gestion du stress en règle générale, quoi. Et ça, c'est top. D'ailleurs, mes premières séances, souvent, je leur propose de faire une première cohérence cardiaque et ensuite de commencer l'induction à la partie hypnose. Alors du coup, c'est une conclusion que j'ai pu faire à titre personnel. Ouais. On est quand même vachement en retard en France. Tout ce qui est... Voilà, du coup, donc, tu dis que toi, ça bouge pour toi au niveau des entreprises. En règle générale. Je sais, mais c'est pas... Ça, du coup, on en parlait tout à l'heure des happiness managers. Oui, tout à fait. Ouais. Il y en a encore peu, en comparaison de l'avancée, enfin, de la France, enfin, le pays qu'on est. Il y a quand même peu, on est vachement en retard là-dedans. Moi, du coup, je le vois au niveau de l'anxiété, de la santé mentale, tout ça. Vraiment, on est loin de ce qu'on pourrait être en capacité de faire. Je pense qu'on a énormément de choses à mettre en place pour développer ça, effectivement. La gestion du stress, moi, du coup, c'est mon domaine de prédilection, stress, anxiété. Les 3/4 des gens ne savent pas le faire, n'en ont même pas conscience quand ils sont stressés, voire anxieux. En 2023, c'est quand même assez... alarmant d'en être là et que la seule solution viable connue de tous, ça reste les médicaments. On en parlait tout à l'heure. Je trouve que ça reste quand même incroyable dans notre pays, à cette époque, d'en être encore là. C'est vrai que
Le nombre de personnes qu'on a pu croiser, on en parlait effectivement sur oui, je suis pas bien, j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Tu vois, tu nous demandais les personnes qui venaient me voir. C'est des passages de vie un peu compliqués. Il y a beaucoup en termes de relationnel, des difficultés, des incompréhensions. Et ces personnes-là, effectivement, elles se tournent donc vers leur médecin généraliste qui peuvent plus ou moins leur prescrire ce que tu disais tout à l'heure, certains médicaments. Et c'est vrai, comme tu disais, je pense que c'est une part finalement peut-être de notre responsabilité aussi, de ceux qui ont pu découvrir ces médecines alternatives, cette autre vision finalement des choses, sans passer par la médecine traditionnelle, de pouvoir communiquer et en parler. Et c'est pour ça d'ailleurs que je te remercie et que je suis ravie de pouvoir échanger avec toi à ce sujet-là, car ça me touche aussi et je pense qu'à notre niveau, si effectivement on a la possibilité de pouvoir en parler, de dire écoute, aujourd'hui il y a d'autres méthodes. Corentin, toi tu as expérimenté l'hypnothérapie, donc tu connais, tu sais ce que c'est. Moi de mon côté, je l'ai mesuré pour d'autres domaines aussi et que ça nous a permis aujourd'hui de ne pas avoir besoin de faire appel à ce type de médecine. Pour notre cas, nous, effectivement, ça peut être une solution pour d'autres personnes qui n'ont peut-être pas encore perçu cette possibilité-là. C'est ça qui est triste. Même, comme on le disait tout à l'heure, forcément le premier réflexe quand tu vas pas bien, c'est d'aller voir ton médecin. Ou pas. Bon, en règle générale. Moi, je en règle générale. Parce que c'est vrai que. Non, ouais, alors du coup, vraiment, dans la généralité, c'est ce qu'on fait en premier lieu. Mais sur des soucis d'anxiété, de santé mentale comme ça, qu'on n'ait pas le réflexe que, en tout cas les médecins, alors je parle de ceux que j'ai pu rencontrer, et des histoires de personnes qui sont venues me rapporter, j'englobe pas tous les médecins bien sûr, mais je trouve ça quand même triste. Honnêtement, je n'ai pas les mots. De ne pas orienter les gens vers autre chose que cette solution médicamenteuse. Tu condamnes une personne mentalement, psychologiquement, avec une solution qui, tu sais, sur le long terme, n'aboutira à rien. Sur le court terme, ça peut aider, on en a parlé tout à l'heure, ça peut aider si tu fais un travail annexe pour débloquer des choses, etc. Mais sur le long terme, alors t'as pas fait médecine, mais tu le sais que ça ne guérira rien et qu'il n'y ait pas qu'on n'amène pas à d'autres directions. Ça, je trouve que c'est grave. Ça reste grave. Après, je crois que, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que ça dépend vraiment de ce que l'on a au fond de nous et de notre capacité à percevoir. C'est-à-dire que toi, de ton côté, tu as eu cette envie, tu vois, j'appelle ça aussi cette pulsion de vie, de te dire, attends, on me met ça sur la table, y a quelque chose qui fait que ça ne me correspond pas. Et je vais aller chercher plus loin. Et je vais justement faire preuve de discernement. Et je vais y aller. Et c'est là où, effectivement, on n'est pas tous en mesure, cette capacité de vouloir s'ouvrir à d'autres perspectives. Mais je me dis, dans la vie de chacun, finalement, on a des étapes. Et aller voir son médecin, si le médecin lui dit, voilà, pour toi, aujourd'hui, ça sera ça. La seule chose que je voudrais dire pour nuancer, c'est qu'à l'école, par exemple, où je suis passée pour me former en hypnose et en PNL, il se trouve que j'y reviens assez régulièrement. C'est une école à Bordeaux dans laquelle j'apprécie y aller pour échanger sur les protocoles, rencontrer d'autres praticiens et notamment, je rencontre énormément de professionnels issus du milieu médical, des kinés, des médecins, des infirmières. Et j'aime ça, et autant d'autres entrepreneurs comme moi, d'autres thérapeutes aussi. Enfin, je veux dire, on est vraiment c'est là où je me dis, bon, je pense qu'il y a effectivement des médecins qui sont présents et qui sont ouverts à ce type de thérapie, et heureusement d'ailleurs, du coup. Donc, ça commence. Il y a quand même ce côté-là qui existe. C'est pas totalement fermé, je pense. Je reprends peut-être vraiment trop ce qui m'est arrivé à moi et les histoires du coup, des personnes qui viennent me voir, comme je disais tout à l'heure, la jeune fille de 24 ans qui, après une consultation d'un quart d'heure, on lui a simplement dit va acheter des antidépresseurs, c'est ce qui va te soigner. Je n'arrive pas à comprendre où et comment on peut, en connaissant si peu une personne, déjà l'impact que ça peut avoir sur elle. Il faut quand même réaliser que les antidépresseurs, tout le monde connaît. Quand on te parle d'antidépresseurs, c'est que déjà tu associes ça à quelque chose de quand même pas grave, mais où tu es quand même malade. Tu vois, ça a une importance. C'est pas, si tu prends pas un Doliprane. Et l'impact que ça peut avoir sur une jeune fille, de lui dire tiens, prends un antidépresseur, sans que tu la connaisses en plus. C'est ça, en un quart d'heure, tu ne connais pas la personne.
En un quart d'heure, ça ne peut pas dire que tu connais une personne, donc que tu as conscience de son vécu, comment elle a géré les traumatismes qu'elle a pu vivre. Ouais, ça me rend. Ouais, pour toi, c'est pas une solution en fait, Mais qui est viable sur le long terme. non, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça peut, quand tu atteins un degré d'anxiété où tu peux plus sortir, tu peux plus vivre, tu peux plus rien faire, tu as peur H24, là c'est bien parce que ça te permet d'avoir une béquille. Tu vois, ça peut réguler tes anxiétés, ça peut te détendre, ça peut te calmer. Mais derrière, il faut qu'il y ait un travail. Tu peux pas prendre ça, des médicaments, et te dire c'est ça qui va me guérir. C'est impossible. Comme je t'ai donné l'image tout à l'heure, l'anxiété, c'est vraiment des messages que t'envoie ton corps. Donc l'antidépresseur, c'est comme si tu fermais la porte. Et ton corps, il est plus puissant que tout. Il va, au début, il va pas être surpris, mais c'est la nouveauté, l'antidépresseur. Donc forcément, ça va le calmer, sauf qu'il va finir par s'habituer. Et les messages vont être beaucoup plus importants. Du coup, comme c'est le cas en général, tu vas augmenter la dose des antidépresseurs. En fait, c'est un cheminement qui est interminable. Oui, parce que tu ne soignes pas finalement à la racine. C'est ça. C'est pour ça. Je ne suis pas contre. Sur une solution long terme, si je ne peux pas me dire que ça soigne, c'est impossible. Sur une solution court terme, pour apporter un soulagement aux personnes qui souffrent, c'est très bien. Mais après, il faut les orienter vers quelque chose qui va vraiment les aider. Que ce soit le développement personnel, que ce soit les médecines douces, que ce soit même des psychologues, peu importe. Mais comme je te disais tout à l'heure encore, la dame là qui a répondu à un commentaire sous une de mes vidéos qui m'a dit que ça faisait 40 ans qu'elle prenait des antidépresseurs, cette femme-là, on lui a bouffé sa vie à lui dire qu'il n'y avait que ça. Et aujourd'hui, elle continue toujours? Aujourd'hui, elle est sous antidépresseur. Mais comme je lui ai demandé si elle avait conscience d'autres solutions, si ah non, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors après, je te rejoins là, tout à l'heure aussi, tu me disais qu'après on peut soi-même conscientiser de chercher des solutions. C'est vrai que quand tu vas voir ton médecin, t'as quand même un grade de respect de te dire que bon, il est là pour mon bien. Donc forcément, ce qu'il va me dire, tu le prends déjà quasiment pour acquis. C'est vrai que si t'as pas l'état d'esprit, le mindset d'aller toi-même chercher des solutions, 40 ans sous médicaments. 40 ans Et c'est quand on dit, ben oui, mais on a toujours fait comme ça. Ouais, c'est ça. Ça a toujours marché comme ça, donc on va pas voir autre chose. Mais tu sais, en parlant de ça, moi j'ai quelque chose aussi qui m'interpelle. Je me dis, c'est un peu comme dans le conseil, tu vois, dans l'accompagnement. On a ce côté de se dire, on va chercher conseil, appui sur notre cercle proche. Après tout, c'est les personnes qui nous aiment, c'est les personnes que l'on aime. Et on pense que ça va être les meilleurs conseils pour nous. On y va naturellement. Donc le médecin de famille, je l'englobe dedans. Par respect, par croyance aussi, par le fait que ça fait partie de notre décor et de notre carte du monde. Et c'est vrai qu'en fait, avec du recul, non, je ne pense pas qu'on ait toujours les meilleurs conseils de notre cercle proche. Non. Et souvent, c'est ça. C'est que... Il y a trop de... T'es pas lucide quand tu parles de ton cercle proche. Il y a trop de sentiments et d'émotions qui rentrent en compte. Exactement. Il n'y a pas T'es pas cette prise lucide. de distance là. T'es pas lucide. Et même par amour, ils peuvent te conseiller sur des choses qui ne sont pas réellement bonnes pour toi. Par amour en plus. On n'est pas dans des relations, je dirais non, c'est parce que pour cette personne-là, ça va être, voilà, dans son idéal, te protéger, ça doit se passer comme ça. Donc derrière, les conseils qui vont être proposés ne seront pas en phase avec qui tu es. Et c'est là où c'est compliqué parce que quand on essaye en plus, quand on fait appel pour avoir un conseil spécifique, justement, on n'a pas besoin de ce type. J'appelle ça un peu de pollution, c'est pas une pollution, mais d'idées, tu vois, qui ramènent en fait finalement plus de charge émotionnelle et de difficultés dans la prise claire de décision. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est des sujets, tu me demandais qu'est-ce qui revient comme type de sujet. Et ce genre de choses-là, le discernement, la résilience, la capacité de pouvoir aussi comprendre et de prendre de la hauteur sur les choses et de pouvoir être apaisé, c'est vraiment... important aujourd'hui et c'est ce que j'essaye de faire et d'aider, d'accompagner dans le cheminement de chacun. En tout cas, merci de m'avoir reçu chez toi. Très beau. Avec plaisir, Corentin. Je suis contente de t'accueillir. Comme ça te permet de voir justement mon lieu de consultation. Donc, on est en plein milieu des Chartrons, rue du Jardin Public, ce qui est plutôt chouette pour la partie, tu vois, coaching et tout. J'aime bien le Jardin Public. Et puis ici, un petit lieu cosy, dans une... Alors, c'est ça qui est assez drôle et c'est ce qui m'a plu en termes de cohérence et d'alignement. C'est une salle de sport
Ah oui, il y a la salle de sport en dessous. Il y a la salle de sport en dessous. C'est la salle Elevate au Chartrons. Du coup, tu as tout un accompagnement coaching individuel et collectif pour la partie sport. Et puis au-dessus, en fait, c'est un espace avec plusieurs praticiens. Des ostéopathes, masseurs, une diététicienne aussi. Et ici, du là coup, pour l'hypnothérapie, de l'autre côté, en fait, on est ensemble. Tu as deux parties, quoi. Et donc le but, c'était aussi de pouvoir proposer, en fait, sous un aspect collectif, justement, l'Institut Chartrons, bien-être et santé. C'est bien, du coup, du travail en bas, le bien-être physique, et en haut, le bien-être psychologique, mental. C'est ça. Les personnes qui passent dans l'établissement ont la possibilité de pouvoir allier les deux, que ce soit effectivement au niveau sportif et pour l'autre partie également. Donc c'est plutôt chouette. C'est pour moi un lieu d'optimisation. C'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, oui, ça me parle. C'est parfait. Il faudra que je te retrouve l'interview. J'avais vu une interview sur YouTube, là, c'est un truc un peu scientifique. Un professeur qui parlait, qui disait l'être humain est un être naturel. Bon, de base, et la nature, vraiment, ça a des valeurs thérapeutiques de ouf. Vraiment. On a besoin, l'être humain, sans quoi qu'on en dise, il a besoin, au bout d'un moment, de se retrouver connecté à la nature. Non, mais c'est sûr, la nature, c'est quelque chose de... tu te reconnectes en fait à ton être, à qui tu es de manière... J'ai l'impression que tu évacues toutes les mauvaises énergies. Vraiment. Tu ressors, déjà de marcher de base, ça fait du bien. Tu vois, tu as l'activité physique, tu bouges. Mais dans la nature, j'ai l'impression que ça apporte aussi quelque chose. Après, je pense que ça dépend aussi de la sensibilité de chacun. Celui qui a toujours vécu en ville, il n'aura peut-être pas le même retour. Mais vraiment, clairement, non. Non, mais c'est quelque chose de simple et en même temps que finalement, tu vois, quand tu interroges des personnes, elles y vont pas d'elles-mêmes de manière spontanée comme ça. Et pourtant, parce que tu peux être dans un endroit entouré de nature, de près ou ce que tu veux. Il y a beaucoup de personnes qui sortent de la ville justement et elles se disent bon ben voilà, on a ce qu'il faut autour, mais c'est pas pour autant qu'elles vont le faire. C'est l'intention que tu mets derrière. Et il y a aussi des habitudes qui jouent beaucoup. Et les habitudes. Quand tu n'as pas eu l'habitude de... Mais comme je disais là, quand tu as toujours vécu en ville, tu n'as pas forcément cette habitude de vouloir aller te balader. C'est ça, l'habitude de ce que tu as connu, de ce que tu as aimé aussi, de ce qu'on t'a présenté. Et puis effectivement, si tu n'as pas connu ça, tu ne peux pas éprouver non plus de manque particulier. Exactement. Ouais, c'est ça. Ou alors ça sera un manque qui sera diminué parce que tu ne sauras pas ce que c'est. Quand tu n'as pas goûté à quelque chose, c'est vrai que ça ne peut pas te manquer. C'est vrai. De la même manière aussi, pour dépasser, tu vois, une difficulté, si toute ta vie, tout s'est plus ou moins bien déroulé, et le jour, tu fais face à une difficulté, quelque chose où là, tu ne sais pas comment faire, là, c'est parfois beaucoup plus difficile pour la personne de trouver ses propres ressources, parce elle aura moins de prise de recul et de résilience face à ces événements et l'adversité qui lui pose, tu vois, sur lequel elle va être contrainte. C'est vrai que de toute façon, tu peux toujours trouver tout et son contraire. Ouais. Et je me dis à chaque fois, c'est une occasion de pouvoir apprendre, s'enrichir. Ouais, les difficultés de la vie, ouais. Mais toi, de ton côté, tu as eu cette curiosité parce que finalement, il y a quelque chose qui te convenait pas. Ouais, par la force de la nature, j'étais obligé quand même. Enfin, j'étais obligé. Disons que soit il fallait que je trouve une solution, soit c'était fini. C'était pas impossible de vivre comme ça. Avec le ressenti, le ressenti au quotidien, là, de vivre cette anxiété au quotidien, c'était... je pouvais pas imaginer un avenir en vivant comme ça. C'était impossible. Voilà, t'es vraiment dos au mur. T'es vraiment dos à la falaise. Soit t'avances, soit tu sautes. T'as pas d'autre choix. Vraiment, il n'y a pas d'autre choix. Après, il y en a bien qui réussissent à faire une alternative. Tu peux toujours retrouver des compromis, mais fallait que je trouve une solution. C'était impératif. Impératif. Il en valait de toute façon, de ma vie future et puis de ma santé, tout court. Quand tu as un problème physique, tu peux toujours être amené à te débrouiller. Bon, même s'il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Mais quand ça t'attaque là-haut, ça te paralyse physique, tu ne plus bon rien. Tu te sens dans l'immobilité finalement. Ah ouais, mais l'esprit peut te paralyser tout le corps. À partir du moment où tu n'es pas bien dans la tête, que tu aies des peurs, de l'anxiété, etc., si ça te bloque dans quelque chose, ça peut vraiment te... Ça ressurgit au niveau du corps. Exactement. De toute façon, il y a un lien très fort entre le corps et l'esprit. Il y a un lien très fort. Après, je pense qu'il vaut mieux. Ça a plus d'impact, le mal-être psychologique,
qu'un mal-être physique. Je pense. Tu peux plus te débrouiller avec un mal-être physique. Genre, bon, malheureusement, tu te casses le genou, tu te casses la cheville, tu peux te déplacer, tu peux bouger, tu as des alternatives. Si c'est dans ta tête que ça va pas, il y a des alternatives. Mais ça te paralyse de tout, là. Que ce soit les relations sociales, les relations professionnelles, les relations personnelles. Comme tu disais tout à l'heure, l'entourage, ça a un impact sur tout le monde au final. Bien sûr. Parce que du coup, comme tu disais, les gens qui se soucient de toi, qui t'aiment et tout, qui s'inquiètent, et qui, eux, ne peuvent rien faire, parce que déjà, toi, tu peux rien faire pour toi-même, alors autour, c'est compliqué. Ça, je pense que le mal-être psychologique, ça a une plus grosse répercussion que les mal-être physiques. C'est certain. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, on en parlait tout à l'heure au milieu des entreprises. Et c'est un sujet qui, pour moi, aujourd'hui, est primordial. Je le place assez haut parce que, notamment, tu vois, que ce soit en consultation individuelle, où tu as des personnes qui viennent parce qu'elles sont en burn-out, en difficulté, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, ou alors elles viennent juste de quitter leur travail, ou elles ne savent pas comment faire, elles ne se retrouvent plus là-dedans. Et ça, c'est qu'un sujet parmi tant d'autres. C'est aussi l'aspect, justement, d'amener à prévenir, finalement, tous ces maux pour mettre, finalement, un point d'honneur, mettre en avant que, effectivement, ce bien-être, déjà au niveau mental, puisse être instauré dans un lieu où tu passes, mais clairement, mais la plupart du temps de ta vie. Comment tu peux ne pas être bien? Comment, ou alors plutôt, c'est à quel degré tu es prêt d'accepter des situations qui ne te conviennent pas? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à ce sujet-là. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Ça se fait de plus en plus, mais il y a deux choses. Je me dis, c'est bien d'intervenir auprès des managers. Ce que j'ai fait dernièrement, c'était des membres du CODIR. Ok, c'est bien, c'est très bien, mais il y a aussi toute l'équipe qu'il y a derrière. Donc, tu peux très bien t'adresser à une personne, elle va être, je pense qu'on ne se refait pas, il y a des personnes qui ont en elles ce côté-là de bienveillance, d'empathie, et qui l'ont. Et pour moi, on n'a rien à apprendre à ces gens-là. Ça serait vraiment trop prétentieux de ma part d'apprendre ça. Par contre, pour moi, c'est plus au niveau de la prévention, c'est-à-dire comment, dans une entreprise, tu préviens, afin justement de limiter aussi les personnes qui vont partir parce qu'elles se sentent plus à l'aise dans un métier alors qu'elles ont des capacités et des compétences incroyables. Comment tu fais pour instaurer un climat de confiance entre les personnes? Comment tu fais aussi pour intervenir sur des sujets qui peut-être n'ont rien à faire là? C'est ça aussi. Pour moi, on peut être bienveillant, mais savoir aussi dire, tu vois, là, il y a deux personnes. Ces deux personnes-là, quelque part, quand tu as discuté avec elles, qu'est-ce qu'elles font là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles amènent dans l'activité et qu'est-ce qu'elles amènent aussi au niveau communautaire, tu vois, de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elles amènent là de manière réelle. Et au final, c'est des personnes souvent qui ne sont pas à leur bonne place. Et je pense aussi que la responsabilité de chacun, c'est de savoir se rediriger vers l'endroit où on doit être pour rayonner. Et là où je fais un parallèle, ça, hormis le bien-être en entreprise, c'est aussi c'est du bien-être que tu devras avoir personnellement. Il y a, donc c'est peut-être pas avec toi que j'en parlais tout à l'heure, mais il y a dans la culture, alors à chaque fois je confonds, je sais plus si c'est la culture chinoise ou japonaise, à chaque fois je confonds. Coréenne plutôt, coréenne. Non, on m'en avait pas. Bon, bref, bref. C'est un parallèle, j'avais compris, j'ai compris. Mais c'est le Gucci, tu avais parlé de ça. Non. On en vient de ce sujet, c'est mon sujet, hein, tu ne me piques pas. Hein. Attention, hein, qu'on rentre tête, de toute façon ça se voit que tu le maîtrises moins bien que moi. Non, j'avais discuté avec un professeur de Reiki qui avait fait ses études, enfin, il avait pratiqué le Reiki, donc du coup, je sais plus si c'est en Chine ou au Japon, bref. Il disait là-bas, les Japonais ou les Chinois prennent soin d'eux de manière régulière. C'est-à-dire que nous, on va tous les mois au coiffeur, par exemple, tous les mois les femmes chez l'esthéticienne, etc. Bon, bref. Là-bas, ils vont tous les mois prendre un temps pour eux, que ce soit un magnétiseur, énergéticien, peu importe, pour faire de la prévention justement. Et donc, du coup, forcément, ils payent leur séance. Par contre, si jamais il leur arrive un problème, s'ils sont malades, la séance est gratuite, parce que ça voudrait dire que le praticien a mal fait son travail. Et ils ont une culture de prévenir, et nous, on a une culture de guérir. On attend de ne pas être bien pour prendre soin. Complètement inversé avec la culture. Et j'en parlais avec je sais plus qui disait que c'est fou. On emmène nos voitures faire réviser tout ça tout le temps pour éviter qu'elles tombent en panne. Et nous, êtres humains, jamais. On attend d'être en panne pour s'occuper de nous. Mais ça, c'est chouette ce que tu dis. Ça me fait penser à quelque chose, une conversation que j'ai pas plus tard qu'hier. Une conversation
incroyable avec une personne que j'aime beaucoup et qui est dans le milieu de la danse, tu vois, du hip-hop. Et en fait, on parlait justement de ça en termes d'hypnothérapie. Et c'était en gros, comme d'autres personnes ont pu me dire aussi, mais là je pense à ça, c'est en gros, ben oui, non mais moi je vais pas, il faut que je puisse avoir vraiment un élément particulier, tu vois, limite un gros problème ou un traumatisme, mais pas du tout. On n'est c'est pas dans notre Parce culture. qu'on est vraiment aujourd'hui, voilà, et puis parce que tu vas chez les médecins, souvent quand tu vas chez le médecin, c'est parce qu'il y a quelque chose. Donc comme tu dis, ce sont des associations finalement, alors qu'aujourd'hui, la prévention, pour moi, elle est nécessaire, mais à tous les niveaux. Et à commencer, comme tu dis, par soi, c'est-à-dire que faire une séance d'hypnothérapie aujourd'hui, pourquoi moi je la propose en découverte? Et je vais même aller plus loin, je vais proposer la première séance, parce qu'on est vraiment en connexion et que j'estime qu'on devrait tous avoir droit à une première séance pour faire découvrir, pour justement faire tomber aussi certains blocages pour Ouais, ceux les qui barrières, en ont. exactement. Après, je la force pas, t'imagines bien, je pense que je préfère concentrer mon temps et mon énergie avec la personne vraiment qui le souhaite et qui trouve un sujet intéressant pour eux. Mais derrière, le but, c'est de faire découvrir et justement, tu te dis, oui, mais bon, si j'ai pas de thématique, il y a toujours quelque chose. Parce qu'au-delà de ça, le fait ne serait-ce juste de se recentrer sur soi, d'apaiser son mental, de clarifier son esprit, mais tu le clarifies pour toi, mais pour tout ton entourage. Si toi tu es bien, mais ça va rayonner, mais de manière instantanée. Moi, j'ai vu des cas, le lendemain, la personne, tu sens qu'il s'est passé quelque chose. Tu as celles qui vont le voir de suite et tu as celles qui ne verront pas, mais quand toi tu la revois plus tard, Je le vois. son discours a changé. Ça, c'est incroyable. Et c'est ça qui est assez fabuleux. Et c'est là où je trouve que les médecines alternatives sont précieuses et presque indispensables. C'est que ça te permet de t'occuper de toi, de ton esprit, de ta clarté mentale, etc. Avant qu'il y ait quelque chose de trop grave qui se produise. Parce que le médecin, bon, c'est vrai que tu vois en général chez le médecin quand ça va pas, pour des renouvellements d'ordonnance, etc. Là, ça reste assez logique. Mais après, pour le reste, prendre soin de toi, un massage, mais peu importe, massage crânien, massage l'énergétique, si on y croit, la naturopathie, enfin bref, il existe tellement de choses. Mais juste, je trouve que c'est, en fait, au final, c'est de l'entretien. Tu t'entretiens avant de, mais comme pour les voitures, tu t'entretiens avant de tomber en panne. J'aime bien ton parallèle d'entretien avec la voiture. Et parce que ça parlera à tout le monde, c'est sûr. C'est ça. Et puis dans le coaching aussi, tu vois, ce genre de métaphore, là, de parallèle qui est assez parlante, c'est qu'on te dit, voilà, tu peux avoir une voiture, tu vois, et justement en prendre soin, mais c'est derrière, en termes de moteur. Donc là, sur d'autres leviers, tu vois, on parlait de motivation, ce que tu veux, où il y a des choses qui ne sont pas enclenchées ou avec une puissance. C'est pour bien comprendre justement sur les rouages et les mécanismes, en fait, tu auras beau avoir justement d'aspect extérieur quelque chose, mais elle n'avancera pas comme tu veux. Et derrière, tu as le carburant. Et ça, cette partie-là, ton énergie, tu l'as comment? C'est ça, c'est comment trouver ces points ressources de carburant, en gros, ta pompe à essence, ton réservoir, et comment tu fais pour l'alimenter. L'alimenter, ça passe aussi justement par faire un vide, une sorte de check-up. Et j'aime cette idée de se dire, c'est entretenir, oui, c'est s'entretenir finalement, pour faire durer le mécanisme, pour avoir quelque chose de périn. On n'a pas ce. C'est vrai que ça reste dans la culture, malheureusement. On n'a pas on attend de ne pas être bien pour traiter. Alors en soi, au final, tu vas me dire, c'est pas idiot, mais ça reste quand même de l'entretien, de se dire que avant que ça aille mal, mais autant que je suis bien, mais autant que j'entretienne ce bien. Plutôt que de se sentir descendre et attendre vraiment d'être au fond pour. Ça me manque. C'est culturel, je pense vraiment que c'est culturel. De toute façon, tu le sens, il n'y en a pas beaucoup qui. Oui, c'est vrai, c'est culturel. Après, tu as toutes les personnes aussi qui sont ouvertes à ça et du coup qui vont le faire de manière régulière. Et puis, je pense aussi, c'est ce qu'on disait, il y a une part aussi d'ouverture. D'esprit. Je pense que lorsqu'on a cette ouverture au monde aussi et à vouloir s'y intéresser, c'est une manière où c'est peut-être plus facile aussi de s'apporter à soi du bien-être. Je pense que ça va avec. Et parfois, c'est le fait aussi de découvrir, de rencontrer d'autres personnes. C'est pour ça que c'est chouette ce que tu fais à travers tes vidéos, les contacts. Moi, c'est vrai que c'est plus le relationnel direct comme ça que par réseau, parce que il se peut, tu peux interférer avec une personne et là, à ce moment-là, bam, elle te parle d'un sujet et toi, tu vas lui amener un autre sujet. Et ça va prendre, ça sèmera une petite graine et pourquoi pas. Mais je crois qu'après, vraiment, essayer de motiver les gens à faire ci, à faire ça, moi, c'est quelque chose que je ne fais plus, je dirais. Parce que je crois qu'on ne peut pas réellement changer les personnes. Ça, pour moi, l'énergie, je préfère la canaliser ailleurs.
là où justement on m'attend et on a besoin de moi, que plutôt de forcer certaines choses. Je pense qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Et chacun après a son cheminement et c'est OK par rapport à ça. Moi, ce que je veux emmener, c'est pas de forcer les gens à prendre soin d'eux s'ils veulent pas. C'est leur choix, c'est leur corps, c'est leur vie, peu importe. C'est qu'ils aient toutes les cartes. Parce que comme je te disais, moi, je repars toujours de ce que moi j'ai pu vivre. Je n'ai pas eu conscience de ces pratiques alternatives avant qu'il m'arrive ce qui m'arrive, et bien des années après que ça ait commencé en plus. Que si j'avais eu conscience de ça, alors après, là, je ne remets pas du tout en cause leur éducation, mais si on m'avait appris ça de par mes parents ou par des amis ou quoi que ce soit, j'y serais peut-être allé plus naturellement plus tôt. Et c'est juste ça, en fait, d'avoir toutes les cartes en main. Tu peux jouer à un jeu que si tu connais toutes les règles. Et là, en fait, mais clairement, les gens, alors certains, comme tu dis, vont s'ouvrir naturellement, ils vont aller faire des recherches, etc. Mais comme on tend à le dire que ça reste quand même quelque chose de sociétal, si tu sais pas, tu peux pas faire. Moi, c'est ça que j'essaie aussi de transmettre, c'est de juste de te dire que en fait, communiquer sur les outils qui existent. Ouais, c'est ça. Après, c'est tout à fait possible de le faire. C'est ton choix après. C'est de pouvoir intervenir justement en extérieur, et on en a parlé justement sur les projets de conférences, de pouvoir justement se manifester et dire de manière ouverte et bénévole, en fait, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, il y a plusieurs techniques, on peut intervenir en tant que professionnel justement de la santé mentale, on peut vous accompagner et avoir un échange par la suite justement sur toutes ces thématiques. Je crois que on a cette liberté lorsqu'on prend finalement, lorsqu'on fait ce choix d'aller là-dedans, d'expérimenter. Je crois que pour ça, on se rejoint sur la partie d'avoir découvert plusieurs méthodes et les avoir testées. Enfin, tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai testé énormément de thérapies. Au bout d'un moment, j'avais même plus forcément une problématique en particulier. J'y étais parce que ma curiosité faisait que j'avais besoin de comprendre. Et quand j'ai vu ce qui se présentait, je me suis dit, mais pour moi, ça ne me parle pas cette partie-là. Et ce qui me parle, ça va être, voilà, qui va répondre à mon besoin impatient du moment, d'urgence si j'en ai besoin, ça va être les thérapies brèves. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Mais on a des super outils, des solutions incroyables. Et puis tu as l'avantage d'en avoir tellement que quelque chose qui va te correspondre à toi ne correspondra peut-être pas à un autre, mais ce qui toi ne te correspondra pas va peut-être lui correspondre à lui. Tout à fait. Donc tu as l'avantage en plus d'avoir le choix. Et encore, moi je pense qu'il ne faut même pas s'arrêter qu'une fois à la pratique, parce que comme je disais tout à l'heure, ça peut aussi venir de la relation que tu as avec le praticien. La connexion que tu as avec la personne qui t'accompagne, c'est primordial. Après, ce qui revient malheureusement en cause beaucoup, enfin qu'on m'a beaucoup rapporté, c'est que malheureusement, c'est les médecines classiques sont remboursées, tant mieux, on va pas s'en plaindre, mais toutes ces pratiques-là ne le sont pas. Donc forcément, tu auras quand même tendance à moins y aller, forcément, vu que de toute façon, c'est pas remboursé, et moins reconnu aussi, ce qui amène beaucoup plus de mauvaises personnes, entre guillemets. Ça n'aide pas non plus à instaurer une confiance sur ces méthodes. Après, ouais, c'est vrai que c'est moins facile. Ça peut paraître du coup moins accessible pour certaines personnes de s'y repérer. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, on parle beaucoup de toutes ces médecines alternatives. Et il y en a tellement que les gens ne savent pas vers quoi aller. Ah oui, tu as testé ça, t'en connais un, ça va être justement du bouche à oreille. Mais au final, les personnes, elles ne savent pas trop vers quoi Sans elles réelles vont. informations en plus. Mais je pense que derrière, les personnes, elles se font confiance et elles doivent se faire confiance. Pour moi, il y a vraiment des sortes de règles. C'est surtout, tu le sens avec la personne. S'il y a quelque chose où tu te dis, ça va pas, ça me correspond pas, je pense que voilà, il faut pas aller plus loin. Et s'écouter, surtout s'écouter. Ouais, l'instinct. L'intuition. L'intuition, ouais. Te connecter vraiment à tes émotions, à ton cœur. Tu le sens quand tu te sens en confiance ou pas avec une personne. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Mais j'ose espérer et me dire qu'il y a plus de personnes qui sont là justement pour accompagner, pour donner, que plutôt des personnes qui sont là pour profiter. Voilà. De toute façon, j'ai rarement rencontré des gens où j'ai senti quelque chose de négatif. De malsain ou de négatif. Non plus sur la totalité. Dans ce domaine-là, non. Ouais, ils sont tournés vers lui-même beaucoup. Ouais, non, non plus. Sur la totalité avec qui j'ai pu échanger, surtout dans mon ancienne boîte, ah non, les trois quarts, les quasi 95% étaient bienveillants, tournés vers les autres. Mais ce que eux aussi rapportent, malheureusement, c'est que voilà, c'est pas reconnu à sa juste valeur, comme peut l'être les médecines classiques.
Parce que là, depuis, ça a été instauré socialement et Non, mais on oublie dans un schéma sociétal où c'est difficile de contrer tout ça d'ailleurs. On oublie trop souvent qu'avant la médecine classique, c'est ce qu'il y a de plus récent quand même. Tout ce qui est pharmaceutique, médicaments, c'est ce qu'il y a de plus récent. Les médecines alternatives, c'est ce qu'il y a de plus ancien. C'est avec ça qu'on se soignait, qu'on se guérissait. Enfin, j'avais vu dans un livre, l'acupuncture, c'est la médecine la plus ancienne. Oui. 5000 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et qui continue toujours, mais effectivement, ça ne touche pas toute la population. Tout le monde ne va pas vers ce type de médecine. Non, mais après, voilà, moi, c'est même pas pour les pousser à aller, mais c'est juste d'avoir conscience qu'il existe autre chose. Après, chacun fait ses choix, mais faire des choix en âme et conscience de tout ce qui existe. Pas faire un choix par obligation. Je choisis ça parce qu'il n'y a que ça et parce que je ne connais pas le reste. Tu fais un choix, tu sais tout ce qu'il y a. Après, c'est un choix réfléchi et c'est ton choix personnel. Avec, voilà, tu sais tout ce qui existe. Tu prends ça parce que ça t'appelle et parce que tu es plus en accord avec ça, tant mieux. Mais voilà, pas par obligation. C'est ça que je trouve juste C'est ce que j'ai triste. bien compris dans ta démarche. C'est le fait de se dire, voilà, aujourd'hui, de ne pas rester finalement figé sur une seule chose, alors que derrière, tu peux t'en sortir différemment et certainement bien mieux en passant par d'autres méthodes, quoi. Bon, je pense qu'on a fait un bon épisode aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi, Corentin, d'être venu. Et puis, je pense qu'on va refaire un épisode. Surtout, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Prenez soin de vous. Ciao!